Mon beau-père me traite de paresseuse parce que je veux une césarienne et mon mari l'écoute, mais après ma chirurgie secrète, je leur envoie l'empreinte de mon bébé et un message, pour ton fils, un loser célibataire de 35 ans. Bonjour Reddit, je viens d'avoir un bébé, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais au lieu de passer ces premiers jours à m'adapter à la maternité, je repasse en boucle tout ce qui s'est passé avec mon mari et sa famille. Non seulement mes émotions sont en vrac à cause de la grossesse, mais aussi à cause de ce qui s'est passé du côté de mon mari. Un peu de contexte, mon beau-père est un homme très rétrograde et très contrôlant. Enfin, je mens un peu, il est très rétrograde et extrêmement contrôlant. Du genre coincé dans son époque, quelque part au XIIe siècle. Il pense que les hommes doivent diriger et que les femmes doivent obéir. Il passe son temps à me lancer des petites remarques sur la façon dont je devrais m'habiller, cuisiner, ou mieux servir mon mari. Ma tactique a toujours été de l'ignorer, parce que discuter avec lui est inutile. Le problème, c'est que mon mari a grandi dans l'ombre de cet homme. Mon mari n'est pas une mauvaise personne en général, sauf pour ce sujet. Il peut être doux, drôle, attentionné. Mais dès qu'il s'agit de son père, il redevient un petit garçon désespéré d'obtenir son approbation. Il écoute tout ce que son père dit, même quand c'est clairement nocif. Jusqu'ici, il savait maintenir quelques limites et me protéger, et je pensais que ça continuerait avec la paternité. Il allait devenir père lui aussi, il pouvait élever son enfant différemment de la façon dont il avait été élevé, comme un sergent du 7e régiment. Puis je suis tombée enceinte. Ma grossesse n'a pas été facile du tout, j'ai eu des complications dès le début. J'ai souffert de terribles nausées matinales qui ont duré bien au-delà du premier trimestre. J'ai développé un diabète gestationnel, ce qui signifiait surveiller constamment mon alimentation, vérifier ma glycémie plusieurs fois par jour, et stresser pour chaque chose que je mangeais. J'étais tout le temps mal à l'aise. Mes pieds étaient tellement enflés qu'on aurait dit que je pouvais faire un numéro de clown sans chaussures gonflables, je les avais déjà. J'avais aussi des douleurs au dos qui rendaient le sommeil difficile, et j'avais l'impression que mon corps ne m'appartenait plus. Si vous êtes déjà passé par là, vous comprenez, sauf que pour moi, c'était encore un peu pire que la moyenne. Vers la fin, ma médecin a commencé à parler sérieusement de l'accouchement. Elle a examiné mon dossier et m'a expliqué que la forme de mon bassin, combinée à la taille du bébé, rendait un accouchement naturel risqué. Il y avait de fortes chances que le travail se bloque ou que ça se termine en urgence. Elle a recommandé de programmer une césarienne pour éviter ça. Elle ne m'a pas forcé, mais elle a été très claire, c'était l'option la plus sûre pour moi et pour mon bébé. Honnêtement, j'ai été soulagé. Je redoutais un long travail qui se terminerait dans la panique. Je voulais ce qui était le plus sûr, donc je suis rentré à la maison et j'en ai parlé à mon mari. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il devait demander l'avis de son père. Au début, j'ai cru qu'il plaisantait, mais non. Il a vraiment appelé son père, tout expliqué, puis est revenu vers moi en répétant presque mot pour mot ses propos. Ou du moins, je savais pertinemment que ces mots venaient de son père, pas de lui. Apparemment, son père lui a dit que j'étais dramatique, que les femmes de nos jours sont paresseuses, que l'accouchement est censé être douloureux et difficile, et que les vraies mères n'essaient pas d'y échapper. Il a dit que mon mari devait se comporter en homme et m'empêcher de prendre la solution de facilité. Et mon mari a été d'accord. Il est revenu et m'a dit qu'il pensait que son père avait raison, qu'une césarienne était inutile, que je ne voulais juste pas faire l'effort d'un accouchement naturel. Il m'a dit que les femmes accouchaient comme ça depuis toujours, sans chirurgie, que je devais m'endurcir. Il ne m'écoutait même plus, ni moi ni la médecin, il répétait juste les paroles de son père. Je ne peux même pas décrire la trahison que j'ai ressentie à ce moment-là. J'étais enceinte de 9 mois, mal, épuisée, effrayée. Et il me traitait de paresseuse. Je ne demandais rien de frivole. Je ne demandais pas des vacances ou un luxe. Je suivais un avis médical pour ma sécurité et celle de notre enfant. Des gens qui, sauf erreur, en savent plus qu'un troglodyte et son fils homme des cavernes. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans le lit et j'ai compris quelque chose de très dur. Si je ne pouvais pas faire confiance à mon mari pour me soutenir dans quelque chose d'aussi important, alors je ne pouvais plus lui faire confiance du tout. S'il préférait obéir à son père plutôt que de me protéger, moi et notre bébé, alors à quoi bon? Alors j'ai pris ma décision. Le lendemain, j'ai appelé ma médecin et j'ai confirmé la césarienne. J'ai demandé à ma mère d'être mon accompagnante. J'ai dit au personnel de l'hôpital qu'elle serait la seule autorisée à entrer. Et j'ai arrêté de dire quoi que ce soit à mon mari concernant la date. Je ne lui ai pas dit le jour programmé, je ne lui ai pas dit quand je suis entré à l'hôpital. Quand le jour est arrivé, ma mère m'a emmené. J'étais nerveuse, mais aussi sereine, parce que je savais que j'étais enfin entre de bonnes mains. L'opération s'est bien passée, les médecins et infirmières ont été adorables et professionnels. Ma fille est née en pleine santé, et entendre son premier cri a été le plus beau son de ma vie. J'ai pleuré aussi, en partie de soulagement, en partie de joie. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que tout allait enfin s'arranger. Pendant que je récupérais, avec mon nouveau-né dans les bras, je pensais à mon mari et à son père. Je pensais à comment, dans les moments les plus effrayants et vulnérables de ma vie, l'homme censé m'aimer inconditionnellement avait choisi les bêtises machistes et archaïques de son père plutôt que moi. Et je savais que je ne pourrais jamais pardonner ça. C'est là que l'idée de la carte m'est venue.
Quand j'ai été prête, j'ai pris une carte blanche et j'ai trempé le pied de ma fille dans l'encre. J'ai imprimé sa petite empreinte parfaite dessus, et en dessous, j'ai écrit « Merci d'avoir fait de ton fils un loser célibataire de 35 ans. » Je l'ai envoyé à mon mari et à mon beau-père. C'était mon adieu. Les réactions ont été intenses. Mon mari me bombarde de messages furieux, me demandant comment j'ai pu l'exclure ainsi. Ses parents m'appellent une sorcière sans cœur, disant que j'ai détruit leur famille. Même certains amis communs pensent que j'ai été trop dur avec la carte. Mais ma mère dit que j'ai fait ce qu'il fallait. Elle dit que ma fille et moi sommes en sécurité, et que c'est tout ce qui compte. Elle dit que je n'ai à présenter d'excuses à personne pour avoir choisi ce qui était juste. À ce stade, le divorce est inévitable. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui pense comme mon beau-père ou qui se laisse influencer à ce point. La prochaine étape? Quoi? Endurcir un bébé avec des coups? Mise à jour 1. Ces derniers jours, j'ai été à l'hôpital, et c'est ma mère qui s'est chargée d'envoyer les cartes avec ma vengeance, si on peut appeler ça comme ça. Pour moi, c'était plutôt une façon originale de leur dire que j'avais définitivement coupé les ponts. Donc, après l'envoi de la carte, mon mari a quand même débarqué à l'hôpital. Il a essayé d'entrer dans ma chambre, mais les infirmières ont tenu bon, car j'avais clairement indiqué qu'il n'était pas autorisé. Je pouvais l'entendre hurler dans le couloir pendant que je tenais mon nouveau-né dans les bras. Et tout ce dont je me souviens, c'est de penser à quel point sa réaction était folle. Pas un « comment va ma femme ?» ou « comment va mon bébé ?» Juste de la colère parce qu'il n'avait plus le contrôle. La sécurité a fini par l'expulser. Quand j'ai eu mon congé, je suis rentré chez ma mère, mon futur ex avait dit qu'il n'allait pas traîner à la maison en m'attendant. Tant mieux pour moi. Ma mère a pris quelques jours de congé pour rester avec moi et m'aider avec le bébé. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Les premières nuits ont été brutales. Le manque de sommeil, les hormones, la récupération après la chirurgie. Mais chaque fois que je regardais ma fille, je retrouvais mes repères. Elle vaut tout ça. Pendant ce temps, mon mari est sur un manège émotionnel très inquiétant. Il alterne entre supplier pour que je le reprenne et m'envoyer des messages infects disant que j'ai ruiné sa vie. Pas une seule fois il ne s'est excusé d'avoir pris le parti de son père ou de m'avoir traité de paresseuse. Chaque « je suis désolé » arrive avec un « mais c'est ta faute ». Son père est encore pire. Il a laissé un message vocal disant que si j'étais une vraie épouse, j'essaierais de reconstruire la famille, pas de la détruire avec mes bêtises féministes. Je n'ai même pas pris la peine de répondre, ce n'est même pas du féminisme. C'était simplement pour ma santé et celle de mon bébé. J'imagine que pour ce type, ça aurait dû être naturel, et si j'en étais morte, eh bien, c'est la nature, mais j'aurais été une vraie femme non féministe. Je ne sais toujours pas comment cet homme marche librement dans la rue. J'ai commencé la procédure de séparation. Ma mère m'a mis en contact avec une avocate en droit familial. Pour le moment, la garde est la grande question. Je ne cherche pas à l'écarter complètement de la vie de notre fille, mais je ne me sens pas non plus à l'aise à l'idée qu'il l'ait en garde non surveillée quand il répète sans arrêt les idées de son père sur les femmes. Mon avocate m'a dit que les tribunaux favorisent généralement la garde partagée sauf s'il y a un risque sérieux. Mais elle a aussi dit que le fait qu'il n'était pas présent à la naissance et qu'il est maintenant instable pourrait jouer en ma faveur. On verra. Émotionnellement, je ressens un mélange de soulagement et de peine. Soulagement parce que j'ai suivi mon instinct et que je n'ai pas laissé qu'on me force à mettre ma santé en danger. Soulagement que ma fille soit arrivée saine et sauve dans ce monde, mais aussi chagrin pour le mariage que je croyais avoir. Je repense à notre mariage, aux promesses qu'il m'a faites, à l'excitation qu'on a eue en apprenant que j'étais enceinte. J'avais un partenaire. Jusqu'à ce qu'il arrête d'en être un et se transforme en duo, voire en trio, puisque son père avait aussi son mot à dire. La carte est devenue assez célèbre dans ma famille. La moitié la trouve hilarante et parfaite, l'autre moitié la trouve cruelle, mais franchement, je ne regrette rien. C'est le seul moment où j'ai eu l'impression de reprendre du pouvoir après des mois à être ignorée et interrompue. C'était un rappel que je n'étais pas impuissante. Je me choisissais, moi et ma fille, au lieu de leur toxicité. Ma fille est minuscule, mais forte. Évidemment, elle n'a aucune idée de ce qui se passe, elle n'a que quelques jours, elle ne connaît pas les divorces, les beaux-parents fous, les gens égocentriques et tout ça. Je vais la protéger de tout ça. Parce que si elle n'a même pas un mois et subit déjà les conséquences de ces gens-là, on ne peut pas dire qu'elle soit arrivée dans ce monde avec beaucoup de chance. Mise à jour 2. Je ne pensais pas que la vie pouvait devenir plus dramatique, mais ce n'est pas la vie, ce sont mon mari et son père, les deux dramaturges du siècle. Pour des gens qui passent leur temps à dire ce que ferait un vrai homme, ils agissent beaucoup comme une bande d'adolescentes. Je m'attendrais à ce genre de scène de la part de mes amis, mais de la part d'un macho préhistorique censé avoir chassé des dinosaures avec son front? Je ne crois pas. Mon futur ex et son père ont apparemment décidé de traiter toute cette histoire comme un jeu qu'ils pourraient gagner par pure obstination. Ne lisez pas ceci si vous ne voulez pas connaître la fin, ça s'est très mal terminé pour eux. Très, très mal. Après ma première mise à jour, j'ai lancé les démarches légales pour la séparation et la garde. Je pensais que mon mari se calmerait une fois les avocats impliqués, mais au contraire, lui et son père ont décidé de jouer sale. Mon mari a essayé de faire valoir au tribunal que je l'avais exclu de la naissance, et que cela prouvait que je n'étais pas disposé à coparentaliser.
Son père a même envoyé un témoignage écrit, très bizarre, affirmant que j'avais corrompu la sainteté de la maternité en choisissant une chirurgie. Mon avocate les a pulvérisés sans même transpirer. Elle a expliqué au juge que les décisions médicales concernent le patient et le médecin, pas les proches qui se prennent pour des patriarches. Le meilleur moment, mes dossiers médicaux m'ont entièrement soutenu. Ils montraient clairement les risques, la recommandation médicale est que la césarienne n'était pas un caprice mais une précaution nécessaire. Le juge avait l'air profondément agacé par les arguments de mon mari. À un moment, il a essayé de se présenter comme l'exclu de son rôle légitime de chef de famille. Le juge l'a interrompu pour lui rappeler que la justice ne reconnaît aucune autorité de chef de famille dans les affaires de garde. Il a été tellement embarrassé qu'il a demandé que la juge se récuse pour laisser un juge homme prendre l'affaire. Mais je suis sûr que ça n'aurait rien changé. Un bébé sortait de mon corps, avec un risque pour nous deux. Je ne me mêle pas de ces affaires quand il mange le chili trop épicé de son père et passe une heure dans les toilettes. Pendant ce temps, mon beau-père perd complètement la tête. Il a appelé chez ma mère tellement de fois qu'on a dû le bloquer sur tous les téléphones. Il a envoyé une lettre disant qu'il comptait me poursuivre pour des droits de grands-parents. Mon avocate était ravie, en plus de ne reposer sur rien, ça ne faisait que le faire passer pour encore plus contrôlant. Et voici la partie épicée, et ce n'est pas le chili. Il s'est avéré que mon mari vit de nouveau chez ses parents depuis que je l'ai mis dehors. Apparemment, il a quitté son travail pendant la fin de ma grossesse parce que son père lui a dit que c'était humiliant de travailler sous les ordres d'une femme, surtout après une promotion. Donc non seulement il s'est opposé à mes soins médicaux, mais en plus il a saboté notre stabilité financière pendant que j'étais enceinte. Je n'en savais rien parce qu'il disait qu'il travaillait à domicile. Ma mâchoire est tombée quand je l'ai appris. Monsieur jouait littéralement aux jeux vidéo pendant que je conduisais seul à des rendez-vous médicaux pour une grossesse à haut risque, parce qu'il disait devoir gérer une livraison. Sûrement une livraison de tirs de fusil dans Halo. Évidemment, le tribunal n'a pas apprécié. Lorsqu'on a parlé de la garde, mon avocate a souligné qu'il n'avait ni résidence stable, ni emploi, ni capacité à prendre des décisions sans demander la permission de papa, ni antécédent de priorisation du bien-être de sa femme et de sa fille. Actuellement, il n'a droit qu'à des visites supervisées. Il a 2 heures par semaine dans un centre de visite. Il déteste ça. Et son père l'accompagne à chaque fois, assis là comme un chaperon aigri. Le personnel du centre a déjà noté que mon beau-père tente d'interférer pendant les visites et a dû lui rappeler que ce moment était pour mon mari et le bébé, pas pour lui. Je ne vais pas mentir, mon côté mesquin a ri. Et le reste de moi aussi, quand j'ai lu ça dans le rapport. De mon côté, je vais mieux que prévu. Ce n'est pas facile d'être mère célibataire, mais ma mère est une étoile, et je me suis entouré d'un petit réseau solide. Mes amis apportent des repas, les voisins passent prendre des nouvelles, et même des inconnus sur Reddit m'encouragent, ça m'aide plus que je ne peux le dire. Et ce ne sont pas que des femmes, des hommes aussi, disant des choses comme « je me considère machiste », mais là, ton beau-père, c'est un autre niveau. C'est peut-être la plus grande validation de toute ma vie. Ou pour le dire dans les mots de mon beau-père, la plus grosse lance de pierre pour chasser le mammouth. Imaginez élever une fille avec un homme qui prend des conseils parentaux de son père comme si c'était l'évangile. Imaginez devoir expliquer à ma fille pourquoi son père pense que la douleur d'une femme, c'est de la paresse. Non merci. Ah, et la carte, oui, la fameuse, est devenue quasiment légendaire. Ma tante en a même fait un cadre en blague et il est accroché dans mon couloir. Chaque fois que je passe devant, je souris. Mon mari, apparemment, raconte à qui veut l'entendre que c'était la chose la plus cruelle qu'on lui ait jamais faite. Honnêtement, si une carte sarcastique est le pire traumatisme de sa vie, alors il a eu la vie facile. Peut-être que l'éducation de son père n'était pas si terrible, peut-être qu'il l'a gardé sous cloche toute sa vie. Mon beau-père, lui, va partout en disant que j'ai émasculé son fils et ruiné sa virilité. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il me donne raison. Parce que si la virilité peut être ruinée parce qu'une femme prend une décision médicale concernant son propre corps, alors ce n'était pas une grande virilité à la base. En plus, se faire dicter quoi faire par son père n'a rien de très viril. À ce stade, je ne pense même plus qu'ils soient machistes, je crois qu'ils ont fondé une nouvelle religion dont je ne comprends même pas le dogme. Le procès continue, mais pour l'instant, tout penche en ma faveur. Mon mari et son père sont désespérés de paraître responsables. Mais c'est difficile quand on n'a pas de travail, qu'on vit chez ses parents, et qu'on se met à débiter des tirades sur le féminisme pendant une audience de garde d'enfants. Je me concentre juste sur ma fille et sur la construction d'une vie sans leur absurdité. Est-ce que je me sens parfois coupable ? Bien sûr, il y a des moments où j'aimerais que ma fille ait un père qui la mérite. Mais ensuite, je me rappelle le couloir de l'hôpital où il hurlait parce qu'il avait été exclu, pendant que je tenais notre nouveau-né dans les bras. Et je me rappelle les semaines où il m'a dit de juste endurer la douleur. Alors la culpabilité disparaît. Mise à jour 3. Je pensais que les visites supervisées et la procédure légale allaient apaiser la situation, mais mon mari et son père ont décidé qu'au lieu de se comporter comme des adultes, ils allaient mener une croisade. Et comme ils sont tous les deux nuls en stratégie, ils reviennent en lambeaux à chaque fois. Après que la juge a imposé les visites supervisées, je pensais sincèrement que mon mari serrerait les dents et resterait calme pour obtenir plus de temps.
Un adulte rationnel qui veut voir son enfant ferait ça. Mais non. Eux ont fait l'inverse. Ils ont décidé de prouver, je cite, que j'étais l'incapable. Mon beau-père a officiellement déposé une plainte auprès du tribunal affirmant que j'étais mentalement instable parce que j'avais choisi une césarienne. Oui, vous avez bien lu. Son argument était qu'aucune femme saine d'esprit ne se mutilerait au lieu d'un accouchement naturel. Alors que cela pourrait concerner n'importe qui, pourvu qu'on croit en la médecine et qu'on préfère éviter de risquer deux vies pour des raisons mystiques. Comme vous l'avez remarqué, mon beau-père n'est pas exactement un génie. Et je ne parle même pas des quelques commentaires, qui, en plus de me traiter de féministe, me corrigeaient en disant que les dinosaures n'avaient jamais cohabité avec les humains. Je sais que c'est une blague. Une blague facile. Petit indice, mon beau-père n'aurait pas pu chasser avec sa tête. Il ne s'en sert déjà pas assez pour réfléchir, alors pour autre chose. Mais revenons à l'essentiel, pour lui, le simple fait que j'ai fait ce choix prouvait que je n'étais pas apte à élever un enfant. Il a littéralement joint des impressions de sites douteux parlant de la sainteté de l'accouchement naturel. Mon avocate a démoli tout ça en 5 minutes. La juge était visiblement agacée et leur a dit que le tribunal n'allait pas prendre en compte des pseudosciences, que ça, c'était pour les réseaux sociaux. Mais il n'avait pas fini de se ridiculiser. Mon mari a déposé une requête affirmant que je l'aliénais de sa fille parce que je ne communiquais pas directement avec lui. Mon avocate a calmement présenté des pages de ses messages, la moitié des insultes furieuses, l'autre moitié des supplications pathétiques, pour montrer pourquoi j'avais déplacé toute communication via mon avocate. La juge a été d'accord et a ordonné que toute interaction passe par une application de coparentalité qui enregistre tout. Devinez qui a tout de suite fait n'importe quoi? Oui, mon mari. En 2 jours, il a écrit un long monologue sur l'application expliquant que son père dit que les tribunaux sont biaisés contre les hommes et que je suis endoctriné par l'idéologie féministe. C'est une application ordonnée par la juge et évidemment surveillée. Mon avocate souriait comme si c'était Noël. Elle était presque triste, selon elle, je pourrais me représenter moi-même ou mettre une brique sur le banc, et elle ne serait plus nécessaire. Puis ils ont tenté leur mouvement le plus audacieux et le plus stupide. Oui, on peut dire qu'ils ont de la volonté. Mon mari a déposé une requête d'urgence pour obtenir une garde non supervisée. Il a prétendu que j'empêchais des moments essentiels de création de liens et que l'enfant risquait de ne pas s'attacher à lui. Le problème? Une requête d'urgence nécessite une preuve de danger imminent. Il n'en avait aucune, rejet immédiat. Non seulement rejeté, mais la juge les a avertis que s'ils continuaient à déposer des motions frivoles, elle envisagerait des sanctions. Mon avocate prépare déjà une demande de sanctions pour harcèlement et gaspillage des ressources judiciaires. Pendant ce temps, leur comportement au centre de visite est un véritable cirque. Mon beau-père insiste pour accompagner mon mari à chaque fois, mais est-ce utile? Évidemment non. Au lieu de se taire, il interrompt constamment. Il critique la façon dont mon mari tient le bébé, critique les affaires que j'envoie, lance des pics sur mon absence, et tente même de dire au personnel comment mener les visites. Le personnel a déjà rédigé plusieurs rapports. Ils l'ont averti qu'il est proche d'être banni du centre. L'ironie? Mon mari est complètement dépendant de son père pendant ses visites. Les rapports notent que dès que le beau-père est là, il souffle à mon mari quoi faire. Mais quand on demande au beau-père de s'éloigner, mon mari se fige, incapable de prendre une initiative. Il reste là, raide, n'interagissant presque pas. Jusqu'à ce que son père revienne l'aider. Tout est documenté désormais. Preuve écrite que mon mari ne peut pas s'occuper de sa fille sans que papa ne lui dicte quoi faire. Le tribunal se fiche complètement de leur vision archaïque des vraies femmes et des chefs de famille. Le tribunal veut un environnement stable et sûr. Et jusqu'ici, ils prouvent encore et encore que ce n'est pas eux. Et ce qui rend tout ça encore plus savoureux? Leur mensonge continue de s'effondrer. Vous vous souvenez que j'ai appris que mon mari avait quitté son travail pendant ma grossesse parce que son père trouvait humiliant qu'il ait une chef? Eh bien, c'est maintenant dans le dossier de garde. Le tribunal a demandé les relevés financiers. Les siens montrent 0 revenu. Il dépend entièrement de ses parents. Pendant que moi, je gère avec l'aide de ma mère, je travaille à temps partiel depuis la maison, et je montre une stabilité constante. Devinez de quel côté le tribunal penche? Et voici un petit détail que j'avoue savourer, leur avocat n'en peut plus d'eux. Lors de la dernière audience, il passait son temps à se pincer l'arête du nez et à soupirer dès que mon beau-père ouvrait la bouche. À un moment, la juge a dû rappeler au beau-père qu'il n'était pas une partie à l'affaire. L'avocat avait l'air prêt à s'évaporer. Pour l'instant, les visites supervisées continuent. Mais mon avocate demande qu'elles deviennent à long terme, avec des conditions supplémentaires, vu à quel point mon mari semble incapable sans la présence de son père. Si le beau-père est banni du centre, honnêtement, je ne sais même pas comment mon mari va s'en sortir. Mais ce n'est pas mon problème, ils ont créé ce chaos. À ce stade, je n'ai même plus besoin de me battre. Ils font tout le travail eux-mêmes. Chaque plainte qu'ils déposent, chaque tirade qu'ils écrivent, chaque fois que le beau-père ouvre la bouche devant le personnel du tribunal, ce n'est que du pain béni pour ma défense. C'est comme regarder quelqu'un creuser sa propre tombe en prétendant construire un château. Eddie, je n'ai pas beaucoup parlé de ma belle-mère, parce que littéralement cette femme est ce que mon beau-père veut. Vous pouvez déjà l'imaginer, elle n'a aucune opinion. Mise à jour 4. Finalement,
Voilà comment tout s'est réglé. Les visites supervisées ont continué de se dégrader. Le personnel du centre a rédigé de plus en plus de rapports montrant que mon mari était incapable de se débrouiller sans la direction constante de son père. Ils ont noté qu'il interagissait à peine, sauf si on lui disait exactement quoi faire. Même des gestes simples comme tenir le bébé ou jouer avec elle nécessitaient des instructions. Quand le personnel intervenait pour le guider, il devenait sur la défensive et renfrognait au lieu d'écouter. Les rapports dressaient un tableau clair, il ne parentait pas, il faisait acte de présence, à contre-cœur, sous supervision. Après plusieurs avertissements, le centre a finalement interdit l'entrée de mon beau-père sur la propriété. Ils ont dit à mon mari qu'il pouvait continuer ses visites seul, mais que son père n'avait plus le droit de mettre les pieds sur les lieux. C'est là que tout a craqué. Lors de sa première visite en solo, mon mari est resté assis dans la salle de visite comme un ado perdu. Le personnel a écrit qu'il passait la plupart du temps à scroller sur son téléphone, jetant de temps en temps un coup d'œil au bébé, mais ne faisant quasiment aucun effort pour interagir. Quand on lui rappelait que ce temps était dédié au lien parent-enfant, il marmonnait qu'il ne savait pas quoi faire. Ça a duré quelques semaines, puis il a commencé à manquer les visites. D'abord il disait être malade, puis qu'il avait des obligations professionnelles, alors que, à ma connaissance, il est toujours sans emploi. Ensuite, il a simplement cessé de donner des raisons. Le personnel a tout rapporté, et mon avocate l'a présenté au tribunal. Lors de l'audience suivante, la juge lui a demandé directement pourquoi il manquait ses visites. Il m'a accusé. Il a dit que j'avais empoisonné la relation, que je lui avais rendu impossible la connexion. La juge n'a pas avalé ça. Elle a pointé les rapports du centre montrant qu'il participait à peine quand il venait. Elle lui a dit sans détour que la paternité est un rôle actif, pas quelque chose qui se produit automatiquement. Il avait l'air stupéfait, comme si personne ne lui avait jamais dit ça. La juge lui a demandé s'il voulait poursuivre les visites. Au lieu de répondre oui et de promettre des efforts, il a lancé un discours sur le fait qu'il ne devrait pas avoir à prouver qu'il est père, sur la façon dont le rôle des hommes est méprisé dans la société moderne, et sur le fait que tout ce processus était indigne de lui. Il a enchaîné en citant son père mot pour mot jusqu'à ce que la juge le coupe. Ensuite, la juge a rendu sa décision. Les visites supervisées continueraient pour 3 mois supplémentaires, mais s'il manquait encore des visites ou refusait de participer, elles seraient suspendues indéfiniment. Elle a bien précisé que la responsabilité lui appartenait entièrement. Plus d'excuses, plus de blâme envers moi, plus de cache-ce derrière papa. Depuis, il a manqué toutes les visites. Il n'est pas venu une seule fois. Le tribunal a déjà programmé un suivi pour revoir la situation, mais mon avocate dit que c'est pratiquement fini. S'il continue de refuser, les visites seront suspendues, pas définitivement supprimées. Il pourrait en redemander plus tard s'il se ressaisit, mais elles resteront coupées jusque-là. Ce qui est presque surréaliste, c'est comme tout est devenu silencieux depuis. Avant, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des messages furieux. Mon beau-père fulminait sans cesse, mais maintenant rien. C'est comme s'ils avaient abandonné dès que le tribunal a dit que tout dépendait uniquement de lui. Je m'attendais à ce qu'il continue de se battre, mais sans son père physiquement présent pour attiser la flamme, mon mari s'est simplement estompé. C'est étrange. Pendant des mois, c'était la guerre. J'étais toujours sur le qui-vive, attendant la prochaine manœuvre, la prochaine motion ridicule, le prochain éclat en audience. Maintenant, il n'y a que le silence. L'affaire n'est pas officiellement close, mais tout le monde sait dans quelle direction ça va. Mon avocate pense qu'on la clôturera bientôt avec la garde qui restera entièrement à moi, sauf s'il a un retournement miraculeux. Elle en doute, elle en a trop vu. Mise à jour 5. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. L'affaire est officiellement terminée. Le divorce a été finalisé la semaine dernière, et la garde complète m'a été accordée. Mon ex ne l'a finalement pas contesté. Il ne s'est même pas présenté aux 2 dernières audiences. La juge a suspendu ses visites indéfiniment en raison de ses absences répétées et de son manque d'efforts. S'il souhaite jamais redemander, il devra démontrer une stabilité, un emploi et avoir suivi des cours de parentalité. Autrement dit, jamais. Donc voilà. J'entrais ici en tant qu'épouse et j'en suis sorti mère célibataire avec la garde complète. Ce n'est pas la vie dont je rêvais, mais c'est une vie où ma fille et moi sommes en sécurité, et où plus personne ne dictera mes décisions à nouveau. Mise à jour 6. Aussi étrange que ça puisse paraître, cette mise à jour concerne ma belle-mère, quelqu'un dont je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Je l'ai toujours imaginée comme une sorte de plante décorative dans la maison, juste assise là, mais elle a fait quelque chose d'atrocement drôle à mon ex-beau-père. Et je le sais parce qu'elle m'a littéralement appelé pour me le raconter. Elle s'est aussi excusée de ne pas m'avoir aidé plus tôt. À ce stade, je ne sais pas trop si je dois la croire, elle vit avec un vrai syndrome de Stockholm depuis longtemps. Malgré tout, restez, parce que ça me fait encore éclater de rire quand j'y pense. Je ne pense pas que ma belle-mère soit très originale, mais jusque-là je n'avais jamais vu quelqu'un tenter une chose pareille. Il y a quelques mois, quand mon ex-beau-père est rentré sous le comme pas permis, il est tombé complètement inerte. Tellement ivre qu'on aurait dit qu'un éclat aurait pu l'envoyer dans l'espace. Ma belle-mère a profité de ce moment, et pendant qu'il dormait, complètement KO, elle a récupéré des excréments. Elle affirme que c'était ceux du chien du voisin,
Mais je suis persuadé qu'elle a pu les fabriquer elle-même, si l'on veut dire les choses poliment. Elle les a déposés à l'entrée de la maison, là où son mari les verrait le lendemain. Quand il s'est réveillé, il a trouvé le trésor et a hurlé pour savoir ce que c'était. Elle lui a alors raconté l'histoire, qu'il était rentré dans un état pitoyable, qu'il avait déféqué à l'entrée, et que même le voisin l'avait vu faire. Bon, je pense que ma belle-mère a un peu forcé le trait en affirmant qu'il répétait sans cesse le nom d'un homme, son meilleur ami, disant que c'était sa faute que ça lui ait fait mal pendant qu'il le planterait. Mais ça a merveilleusement fonctionné, parce que malgré tout, il n'a plus voulu revenir sur l'incident, ni aller confronter son ami pour savoir ce qui s'était passé. Évidemment, c'est un mensonge et il pourrait facilement le vérifier, mais mon ex-beau-père a peur d'aborder le sujet. Elle l'a aussi surpris plusieurs fois assis sur le canapé devant la télé, regardant dans le vide. Et d'après ce que je sais, mon ex-mari a aussi cessé de suivre ses conseils et mon ex-beau-père a cessé d'ordonner. Bon, il essaie encore, mais il y a maintenant une sorte de peur entre eux. Premièrement, au cas où mon ex apprendrait, chose que sa mère peut confirmer, la partie concernant ce qu'il aurait soi-disant fait, pas le mensonge. Et deuxièmement, au cas où mon ex se retrouverait un jour dans une urgence similaire à cause des conseils de son père.